Bonjour, bienvenue à Géopol. Nous allons consacrer cette émission au bilan de Donald Trump, presque 4 ans après son élection. Pour cela, je reçois André Berkoff. Bonjour, journaliste donc. Bonjour. Bonjour André Berkoff, journaliste à Sud Radio, LCI, écrivain et spécialiste un peu de ces sujets, puisque vous êtes, je le répète, je vous ai déjà reçu dans cette émission. Vous êtes le seul, il me semble, journaliste français à avoir rencontré Donald Trump. Tout le monde en parle, mais peu de gens le connaissent. Alors, on va tout de suite commencer par son bilan, si vous voulez bien, économique, celui dont on parle le plus, celui qui, paraît-il, a fait son succès. Mais il y a d'autres sujets. On va aussi parler de sa politique intérieure, de sa politique étrangère, de ses relations avec la Chine, la Corée et de la politique américaine au Moyen-Orient. Mais commençons déjà par ses succès économiques que personne ne nie, même le pire de ses adversaires. Alors, le chômage est en baisse, est presque presque le plein emploi, 3,29. Enfin, ce qui veut dire le plein emploi, comme vous dites. Mais il n'y a pas que le chômage, il y a aussi que les entreprises américaines tournent à plein régime. Il a pris des mesures de protectionnisme que, on va le dire, avant qu'il ne les prenne, on avait dit que ce serait une catastrophe. Absolument. Finalement, est-ce que ça marche ? Enfin, comment ça fonctionne ? Ce protectionnisme des frontières par rapport à la Chine, une sorte de réindustrialisation. Je crois d'abord que deux choses. D'abord, je rappelle, Richard Haddad, qu'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Paul Krugman avait écrit 2 jours avant l'élection de Trump, prix Nobel d'économie, en disant si Trump est élu, l'Amérique s'effondre. C'est vraiment le collapsus. Il avait écrit ça en 2016 et on a vu le résultat. Bon, vous avez commencé à dire, et vous avez tout à fait raison, qu'est-ce qu'il y a ? Croissance remarquable, pratiquement le plein emploi, 3,29 c'est le plein emploi. Très forte hausse des salaires les plus bas avec... Pardon, oui. je vous coupe, c'est ce que j'allais vous dire, parce que dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, on dit il y a le plein emploi, mais les salaires sont très bas, voilà. C'est des salaires de misère, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, vous me le confirmez. Absolument, absolument. Il y a eu, écoutez, c'est très simple, même les leaders noirs américains, afro-américains et les hispano-américains, sans parler des asiatiques, ont reconnu que ça fait 40 à 50 ans qu'il n'y a pas eu une telle hausse des salaires dans ces populations où le chômage et les bas salaires régnaient. Bon. La bourse, ne parlons pas, ça a été aussi grand. Mais vous avez parlé de la chose peut-être la plus importante, c'est ce côté protectionnisme. Et c'est ce côté où il fait son Al Capone, sans être Al Capone justement, pour la bonne cause. Il dit, écoutez, vous voulez des choses payées. Regardez avec les Chinois, le bras de fer avec la Chine, tout le monde disait, Barack Obama disait ça ne marche jamais, etc. Il a quand même fait que les Chinois payent aujourd'hui 200 milliards de taxes, 200 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire, il y a une convention, une négociation, mais ça c'est Trump, négocions en permanence, avec bras de fer et compagnie. Deuxièmement, rappelez-vous les hedge funds, ce qu'il a fait avec les sociétés de hedge funds, les sociétés qui placent l'argent à l'étranger. Il y avait 2000 milliards de dollars de hedge funds à l'étranger, 2 trillions de dollars. Il les a convoqués, il leur a dit c'est extrêmement simple, ça vous allez rapatrier aux États-Unis. Si vous rapatriez, je vous ferai que 10% d'amende. Si vous ne rapatriez pas, ce sera 50% d'amende. Inutile de vous dire qu'ils ont rapatrié. Et ça a servi l'économie locale. Ça a servi l'économie parce que injection. D'accord. C'est-à-dire en rapatriant les sociétés. Et puis, juste last but not least, allez, on va pas parler anglais, je sais on va parler français, mais vous savez, les impôts des sociétés ont été réduits de 35 à 21%. Ce qui est quand même énorme. Et ça a permis... boosté l'économie. Ça a boosté l'économie par le ruissellement qui, là, a marché. D'accord. Alors, le protectionnisme. On nous expliquait que si vous faites du protectionnisme, vous ne pourrez plus exporter les produits parce qu'il y a la réciprocité. Si vous imposez les produits importés, on vous imposera les produits exportés. Et puis, les Américains, en gros, pour résumer, payent grâce à cette importation à bas coût, finalement c'est bien pour le petit peuple parce qu'ils paieraient les produits moins chers. Oui. Et donc si jamais on fait du protectionnisme, l'industrie marchera mieux peut-être, mais on paiera nos produits plus chers et ça ne marchera pas. Et là, on a l'impression que finalement, les Américains peut-être payent un peu plus cher certains produits, mais comme ils gagnent plus, on se trompe. Est-ce que finalement, il y a une inflation ? Vous avez parlé des salaires qui sont
qui sont en train de monter. Est-ce que l'inflation monte autant alors, ou pas? 3 choses. Pour le moment, alors les économistes purs et durs, les économistes anti-Trump vous disent tout ça va s'effondrer parce qu'il fait payer ça par la dette. On vous dit ça. Effectivement, il y a une dette énorme. Le problème, c'est que ce qu'on oublie, c'est que un pays comme l'Amérique peut pas faire faillite. Et n'oubliez pas que ce soit la Chine et les autres, ils se tiennent par la barbichette. C'est-à-dire la Chine sait très bien qu'elle peut pas mettre l'Amérique en faillite, elle serait elle-même en faillite. Et puis rappelons-nous, regardez un exemple très précis, qui est un exemple politique, mais qui vient avec l'économie. Quand Trump a dénoncé l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, et il a dit que quiconque enfreindrait et continuerait à faire des affaires avec l'Iran, eh bien, serait boycotté par les États-Unis d'Amérique. Qui a cédé tout de suite le premier? L'Allemagne. Parce que l'Allemagne vend ses voitures à qui? D'abord aux États-Unis. Il dit, ce n'est pas le moment, nous, on veut continuer à vendre des voitures. Donc, la fameuse solidarité européenne a volé en éclats, même avant de commencer. Donc, et puis c'est l'Amérique, c'est pas un petit pays, bon, voilà. Donc, je crois que cette position qui est intéressante, qui consiste à être souverainiste, patriote et protectionniste, aujourd'hui, et on le dit partout, elle est en train de gagner du terrain parce que, et un économiste l'a dit, avant il y avait ce qu'on appelle la mondialisation, c'est la mondialisation heureuse, on disait tout ça, un seul marché, la planète, sauf qu'on voit très très bien que ce qui se constitue, et pas seulement l'Amérique, il y a des blocs. Le bloc asiatique, le bloc russo, etc., moyen-oriental, le bloc américain, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, certes toujours la mondialisation, mais elle se réorganise avec des blocs qui, justement, défendent leurs intérêts respectifs. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit depuis à peu près 10 ans, 20 ans, et auquel, effectivement, participent Trump et compagnie, et auquel l'Europe a intérêt, un de ces jours, de participer, sinon elle va être lâchée. Alors, on voit que, pour Donald Trump aussi, une des priorités, c'est lié à l'économie, bien évidemment, c'était les accords avec la Chine. C'est-à-dire que il a vu, je pense, disons qu'autour de lui, ses conseillers, les intellectuels qui fondent un peu cette pensée, ont commencé à voir le danger de la Chine au point de vue économique, technologique, etc. En gros, ils ont constaté qu'il y a une sorte de pillage de l'économie et des savoirs occidentaux, enfin américano-européens, et que finalement la Chine en profite et nous on laisse faire. Donc on sent qu'il y a un bras de fer avec la Chine. Il a été beaucoup critiqué, moqué même, mais finalement, on arrive au bout de... On n'est pas encore à 4 ans, on est à 3 ans et demi, 3 ans et demi. On se rend compte que finalement, les Chinois, à chaque fois on nous dit que la Chine ne va pas accepter, ça va être la ruine des États-Unis, mais finalement, ils font semblant de refuser, mais on a l'impression qu'il obtient finalement ce qu'il veut, ou je me trompe? Que faisaient les Chinois? Les Chinois faisaient pas du transfert de technologie, faisaient du hold-up. C'est-à-dire, vous nous fournissez les choses, on apprend comment ça marche, et puis, non seulement on va les faire nous-mêmes, mais on va vous les vendre à haut prix. C'était ça, hein? Oui. C'était, allez, donnez-nous ça, allez, aboulez tout. Et puis on va regarder comment ça se passe. Vous nous emmenez vos ingénieurs et vos techniciens. Une fois qu'on sait comment ça se passe, on va vous les revendre. Et Trump a dit, mais vous savez, c'est un négociateur. Je me rappelle une chose, Richard, vraiment, on ne comprend pas Trump si on ne lit pas The Art of the Deal. Je vous l'avais dit. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce type, il était le fils de son père, qui lui était donc déjà dans l'immobilier, mais pas à Manhattan. Et je me rappelle qu'il m'a dit, mais vous savez, l'art de la négociation. Moi, quand on bâtit un gratte-ciel, on négocie avec 50 personnes. La municipalité, l'environnement, la police, tout, les habitants, les locataires, etc., etc. Donc, moi, j'ai passé ma vie depuis 50 ans à négocier. Et comment vous négociez si vous voulez obtenir un rapport de force? C'est toujours le rapport de force. Et il applique à la lettre ce qu'il faisait pour les gratte-ciels de Manhattan avec la Chine, la Corée du Nord. Regardez, parce que on disait, oui, d'accord, c'est peut-être pas la paix, il s'embrasse pas sur la bouche. Enfin, avec Kim Jong-un, rappelez-vous, c'était la guerre. J'allais y venir, justement. Enfin, mais pour rester dans l'économie, c'est vraiment ça. Lui, il dit, voilà, regardez ce qu'il a fait aussi pour l'OTAN. Il va à l'OTAN, il dit, attendez, on paye 75% du budget de l'OTAN. Attendez, vous êtes gentil, vous voulez qu'on vous protège? Eh ben, participez. Alors, on peut lui reprocher cela, mais
lui, il dit, écoutez, moi je travaille pour l'Amérique, moi j'ai été élu pour défendre les intérêts de l'Amérique. Alors, ça plaît ou pas? Eh bien, moi, je souhaiterais que nos leaders européens travaillent pour la France et l'Italie et autres, comme Trump oui, travaille pour l'Amérique. On ne peut pas lui reprocher de faire l'intérêt des Américains. Alors, c'est peut-être pas les nôtres, mais mais il n'est pas le président des Européens ni des Français. Voilà, qui l'a élu? Les Américains. Oui. Alors, concernant la Chine, donc on a l'impression aujourd'hui que les Chinois, finalement, plient. Et puis en plus, alors après on peut dire que la chance est provoquée. Enfin, il se trouve qu'il y a eu ce virus, etc. La Chine est de plus en plus faible. Mais puis, même avant, oui. Même avant. Finalement, ils finissent par plier. Et puis, on se rend compte aussi que vous avez fait allusion à l'Iran il y a quelques minutes. Lorsqu'il y a eu cet embargo, ce nouvel embargo, enfin la rupture donc des accords de Vienne, les Iraniens continuaient à vendre leur pétrole aux Chinois. Et puis, à un moment donné, les Américains les ont priés sévèrement, on va dire, de ne plus acheter le pétrole iranien. Et il me semble que ça s'est arrêté. Et ça a étonné beaucoup de monde parce qu'on pensait que les Chinois étaient une grande puissance qui n'obéit pas aux Américains et qui continuerait à acheter le pétrole iranien. Comment ça se fait que les Chinois ont respecté cette parce que les Chinois qui ne sont pas des enfants de cœur, c'est pas du tout par amour des Américains ou par peur, ils sont regardés où est leur intérêt. Et quand vous avez un intérêt, vous avez ce qu'on appelle la hiérarchie des priorités. Vous commencez à regarder quelles sont les priorités. Et les priorités des Chinois, c'est que quand même, dans cette espèce d'extraordinaire redistribution des cartes, bien sûr que l'Empire asiatique, ils sont en train de le bâtir, mais ils ont besoin des Américains, comme les Américains ont besoin d'eux. C'est ce qu'on a appelé la chimérique, vous savez, l'alliance de la Chine et de l'Amérique. Mais effectivement, le problème est de toujours partir en négociation. Quand, avec Obama, il n'y a pas eu 8 ans, pendant 8 ans, aucune discussion, Obama disait on peut rien faire, on peut pas demander aux Chinois de... Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, regardez, ça nous a beaucoup énervé, quand il a parlé de taxer le vin français. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour qui il se prend de taxe? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est encore une fois du levier. En disant, attendez, si vous me donnez pas ça, je vous donnerai ça. C'est l'art de la négociation appliqué. Encore une fois, il fait pas de morale, il fait effectivement du deal. Et le deal, il le fait ainsi. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé. Mais même, je dirais, alors on me dit, mais vous allez voir les Iraniens, mais quand même, quand il a fait tuer Rassam Soleimani, je vais y arriver, bon, qui était quand même l'homme de toutes les opérations. On a dit qu'il fait n'importe quoi, que ça va être la Troisième Guerre mondiale. Absolument. Et en réalité, les Iraniens ont avalé leur chapeau. C'était l'Orient est à feu, le Moyen-Orient est à feu et à sang. Comment il a touché? Moi, je me rappelle, nos chers éditorialistes autoproclamés, spécialistes soi-disant du Moyen-Orient, c'était la terre brûlée. Ben, on a vu, oui, en tant que terre brûlée. Vous savez, à un moment donné, mais c'est exactement, il y a eu ça pareil, ce qu'on dit. Il y a des gens qui disent, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Si vous l'employez pas au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, effectivement, les gens vont avancer, c'est normal. S'ils vont en face de vous quelqu'un qui est faible et qui dit, mais oui, mais on va s'arranger, eh ben, allons-y, on avance. Oui, il se trouve que la veille ou l'avant-veille de cette attaque, sur l'éminence grise un peu du régime iranien. Le chef de toutes les opérations à l'étranger. Il se trouve que les éditorialistes étaient en train de parler de ce sujet, spécialistes, comme vous dites. Oui. Ils étaient en train d'expliquer que pour les Iraniens, finalement, Trump est un président comme tous les autres, puisqu'ils ont attaqué des bateaux dans le Golfe l'été, il ne s'est rien passé. Ils ont attaqué les bases saoudiennes, il ne s'est rien passé. L'ambassade américaine Et en fait, le lendemain ou le surlendemain, ils ont été démentis, parce que finalement, il a montré qu'il n'est pas un président comme les autres. Et c'est le seul à avoir osé. Et là... Après, on a expliqué qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait ça, on s'est moqué de lui avec ses histoires de tweets, etc., qu'il aurait appuyé sur un bouton. Bon, très bien. Sauf que la réaction iranienne était un minimum. Il ne s'est rien passé. Et on peut dire qu'ils ont avalé leur chapeau, puisque les Iraniens ont juste envoyé quelques missiles en prévenant à l'avance qu'ils allaient les envoyer. Ça veut dire que 0 mort. Et puis, ils ont surtout se sont empressés. Leur ministre, en tout cas des Affaires étrangères, s'est empressé de préciser qu'il s'arrête là. Ça veut dire, et puis on verra plus tard, ça veut dire je tempère, ça veut dire j'ai compris la leçon, merci, au revoir. Mais vous savez, ce que vous décrivez là en dit long sur la manière dont les médias occidentaux en général, français en particulier, traitent l'Amérique de Trump. C'est-à-dire que moi, ça me fascine cet aveuglement. C'est-à-dire, mais depuis 3 ans et demi. C'est-à-dire, je ne veux pas voir la réalité, j'ai une opinion sur Trump,
Et cette opinion sur Trump, je ne la changerai pour rien au monde. C'est-à-dire que si Trump dit que la nuit, il y a la Lune, c'est une fake news, il n'y a pas de Lune la nuit. Puisque Trump l'a dit, donc c'est faux. C'est extraordinaire, non, parce que ça atteint. Un jour, il faudra étudier, je ne dirais pas zoologiquement, mais psychologiquement, comment on arrive à ce stade de déformation. Et vous avez tout à fait raison de dire cela. Mais ça a été dit, rappelez-vous, Kim Jong-un, on dit les deux fous. Alors Trump est fou, et Kim Jong-un est fou, ça va être le nucléaire. Oui, sauf qu'avant, on avait dit qu'il est fou, il veut faire la guerre avec lui. Et lorsqu'il l'a rencontré, on a dit, il est fou, il se fait avoir. Enfin... On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça. Parce que voilà. Encore une fois, on a parlé de ça, les chiffres parlent. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il a obtenu des résultats. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a appliqué son programme. Alors, il aurait pu peut-être échouer lamentablement. Ça n'a pas été le cas. Encore une fois, on a donné les chiffres du chômage, les chiffres de la croissance, les chiffres de la bourse, les chiffres des salaires, etc., et du ruissellement, les impôts. Pour le moment, en tout cas, ça marche. Alors certes, il y a la dette et la dette va augmenter, mais encore une fois, ça c'est le problème de la dette. En attendant, et puis on disait, rappelez-vous, ça va être certes le protectionnisme, et il l'applique, mais il est aussi présent dans le monde. On peut pas dire qu'il s'est recroquevillé. L'Amérique s'est recroquevillée, non. Après, alors que les plans... Elle est peut-être présente d'une autre manière. Parce que, par exemple, au Moyen... Alors, on oublie un facteur très important, c'est que depuis son élection... et depuis qu'il a autorisé les gisements de schiste, que ce soit pétrole ou gaz, de schiste, les États-Unis sont devenus indépendants en matière pétrolière. Pour la première fois de l'histoire. Et on voit les conséquences au Moyen-Orient, parce que les États-Unis n'ont plus la même implication, même s'ils peuvent aller exécuter, assassiner, on appelle ça comme on veut, un responsable iranien, ils n'ont plus la même implication au Moyen-Orient qu'ils avaient auparavant. Et d'ailleurs, suite à tous ces conflits au Moyen-Orient, que ça soit l'attaque des champs pétroliers saoudiens, que ça soit le Yémen ou autre, etc., le prix du baril a peu varié. Il y a 30 ans, vous attaquez la moitié des champs pétroliers saoudiens, le prix du pétrole multiplie par 4 ou 5. Mais rappelez-vous la guerre du Kippour, enfin la guerre de 74, il y a eu le quadruplement du prix du pétrole, et tout changeant, et ça a basculé. Aujourd'hui, il y aurait quelque chose dans le détroit d'Ormuz. Les Américains, vous l'avez dit, ils ont fait en sorte que par la fragmentation, le gaz de schiste et par le reste, l'Amérique est aujourd'hui la première puissance exportatrice de pétrole. Ils exportent, c'est pas seulement qu'ils ont du pétrole pour 50 ans, ils peuvent l'exporter. Donc il dit, le problème, on n'est plus saisi à la gorge par les Saoudiens ou autres, donc c'est pas qu'on s'en fiche, mais le problème ne se pose plus du tout de la même façon. Alors c'est là où on voit la différence d'ailleurs, puisque vous parlez des Saoudiens, vous m'avez devancé, c'est que jusqu'à Donald Trump, les États-Unis ménageaient les pays du Golfe pour cause pétrolière, etc. Et on remarque que depuis l'élection de Donald Trump, c'est toujours leur allié, bien évidemment, bien sûr. Mais on voit qu'il lui impose des directives. C'est-à-dire qu'une fois... Donald Trump venait d'être élu, premier voyage à l'étranger, c'est en Arabie Saoudite. Absolument. Alors, effectivement, les sourires, les signatures de contrats, très bien, mais derrière ça, on a vu aussi un Donald Trump qui tient un discours que jamais un président américain n'a tenu, c'est-à-dire qu'il leur impose de moderniser l'État. D'ailleurs, vous êtes d'accord, c'est suite à ça qu'il y a eu le fameux coup d'État de Mohamed Ben Salman. Absolument. Où il a réuni les 56 oligarques et les princes, il les a réunis et il les a séquestrés dans un hôtel. Même. Pour centraliser finalement les richesses du pays. Exactement. Du point de vue étatique, rappelons aux téléspectateurs que l'Arabie Saoudite, l'État saoudien n'existait pratiquement pas. L'argent était partagé parmi les princes. Et il les a forcés de rembourser d'ailleurs un certain nombre de choses. Oui, mais il y a aussi dans le discours de Donald Trump en Arabie Saoudite un discours sur l'islam qui est nouveau de la part d'un président américain. C'est-à-dire il faut moderniser votre religion. Tout à fait. Aucun président américain n'avait osé parler comme ça en Arabie Saoudite. C'était même pas concevable. Et puis, enfin bon, même si effectivement l'Arabie Saoudite reste un pays extrêmement médiéval selon nos critères, quand même les femmes sont mises à conduire. Enfin, il y a eu des avancées. Les femmes sont mises à conduire. Il fait une immense zone touristique dans l'est de l'Arabie Saoudite. Et puis il y a ce fameux axe, si vous voulez, sunnite aujourd'hui, avec l'Égypte de Sisi et compagnie. Alors, tout ça, il n'y a pas que Trump, mais c'est clair que Trump a... Et vous savez, le vrai secret de tout ça, et on va... Mais ça, pour moi, s'il est réélu, ça va encore plus bouleverser.
il a disrupté, il est disruptif. C'est-à-dire qu'il a cassé les codes de la diplomatie, il a cassé ce qu'on appelle les bureaucraties, CIA, FBI et compagnie, ce qu'on appelle l'État profond, le fameux Deep State. Il est en train de casser cela. Et évidemment qu'on lui en veut à mort. Ah oui, bien sûr. Et évidemment, c'est normal. Les gens étaient dans le ronronnement habituel, pas de vagues, pas de problème, et c'est pour ça. Et ça, c'est valable pour l'Amérique, mais c'est aussi valable pour la France, pour l'Europe, pour un certain nombre de choses. Ce que fait d'un autre côté Poutine. Donc c'est un autoritarisme, bien sûr. L'Amérique n'est pas la Russie, mais il y a ce retour du patriotisme, du souverainisme, en disant, écoutez, vous êtes bien gentils, mais il n'a pas peur du politiquement correct, de la doxa, il n'a pas peur des journalistes. Il dit, écoutez, moi, vous me traitez comme vous me traitez, moi je vous répondrai de la même façon. Et les chiffres et les résultats, comme vous le disiez, parlent pour le moment pour lui. Oui, vous avez raison, il a révolutionné les méthodes. C'est-à-dire qu'il a un... Alors, on se moque de lui pour ses histoires de tweets, etc. Mais finalement, il s'adresse à une population qui, en direct, il ne passe plus par les journalistes qui peuvent absolument. un peu mais modeler. Pourquoi ? Quand il a vu que les 3/4 journalistes, jusqu'à présent, étaient contre lui, il faut bien dire qu'en Amérique, comme en France, 90% de la presse et de la télévision le vomit. Et trouve d'ailleurs que c'est un usurpateur. Regardez, ça fait 3 ans qu'ils essaient de le distribuer. Oui, mais on va en parler dans la deuxième partie. D'accord. Non, mais je veux dire, en fait, mais c'est là où il m'avait dit déjà, il l'a fait, moi j'étais un peu incrédule, quand il m'a dit mon mouvement c'est Twitter, Facebook et Instagram, je dis mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a dit c'est très simple, moi j'ai plus besoin, je parle du producteur au consommateur, j'ai plus besoin des journalistes. Moi je parle directement du producteur, donc j'utilise les réseaux sociaux à mort pour parler aux gens, et ça lui a réussi. Mais il fait ça aussi de manière diplomatique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que même ses relations, vous allez me dire si je me trompe, mais ses relations avec l'étranger, on a l'impression que c'est en direct, et même avec les populations étrangères. C'est-à-dire que, alors moi, ce qui m'a frappé, c'est lorsque l'armée américaine a abattu le chef de l'État islamique. Abu Bakr al-Baghdadi. Ouais. Donald Trump a fait un discours, là aussi on s'est moqué de lui, on l'a comparé avec le discours d'Obama lorsque Ben Laden avait été abattu. Très bien, sauf que, alors on s'est moqué de lui parce qu'il a dit, dans son discours, il l'a comparé à un chien. Oui, il a dit il est mort comme un chien, il est mort de manière indigne, lâche. Vous comme moi, comprenons la langue arabe, je pense, et vous savez très bien que ce n'est pas par hasard qu'il a dit comme un chien, parce que dans ces populations-là, le chien, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est une insulte. Mais le chien, c'est la chose la plus maudite. Il a parlé aussi pour les populations de Moyen-Orient. En disant, voyez ce type que vous disiez là, c'est un chien. C'est pour leur montrer que c'est un lâche, en fait. Bien sûr, c'est exactement donc, en fait, on a pensé qu'il n'a rien compris, qu'il l'insultait. En fait, il n'insultait pas les gens, il leur montrait que il choisissait très bien ces termes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, alors, il en a fait comme si c'était, il racontait un western, ou comme il racontait un espèce de thriller. Bon, mais ça, c'est lui. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il leur a dit, voyez, je reste pas, moi, recroquevillé sur mon Amérique. Quand il faut frapper, je vais frapper Abu Bakr el-Baghdadi, comme je vais frapper Soleimani. Mais il n'envoie pas de troupes. C'est-à-dire que voilà, il fait des opérations, il est finalement beaucoup plus efficace que d'envoyer des troupes envahir des pays. Non mais là aussi, Richard, c'est que la guerre a changé. Si vous voulez, aujourd'hui, la fameuse... Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, même la guerre de Corée, etc., c'est la guerre où on envoyait des troupes. C'était fini, non. Mais là, c'est les drones. Maintenant, c'est quelqu'un qui est à 10 000 km, pour le meilleur et pour le pire. Il est à 10 000 km, il envoie son drone, et il y a une telle avancée des technologies que la guerre se passe maintenant de façon complètement différente. Ce qui est très frappant, justement, et très impressionnant, c'est cette facilité avec laquelle, par exemple, ils ont éliminé le patron, enfin, des Pasdaran, Soleimani. Parce que ils l'ont quand même éliminé très facilement, trop facilement, et donc c'est une démonstration de force en quelque sorte. Oui, et ça veut dire qu'en finalement vous n'êtes rien, on peut vous éliminer tous en quelques secondes. Non, mais c'est aussi la démonstration formidable, et franchement, on n'a pas encore tiré les leçons de ça, de la technologie du renseignement. Parce que, attendez, c'est allé très loin. Ils n'ont pas voulu, il était un avion. Ils n'ont pas voulu, ils auraient pu tirer l'avion comme ils voulaient, mais ils voulaient pas qu'il y ait des passagers, des morts inutiles ou innocentes. Ils ont attendu qu'ils descendent de l'avion, qu'ils prennent la voiture et qu'ils les ont bombardés là. Archi ciblé quand même. Archi ciblé, mais je veux dire, frappe, comme on dit, chirurgicale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aussi,
que les techniques du renseignement, mais ont avancé de manière hallucinante. On est passé vraiment d'un monde à un autre. Si vous voulez, on est dans un monde où on n'est plus en disant, allez, on va envoyer 100 000 hommes par là ou 500 000 hommes là. Non. Maintenant, ça va être par drone, par satellite. Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ce type qui a quand même 72 ans, 73 ans aujourd'hui, ou 74 ans, a complètement compris les règles médiatiques et technologiques et enfin de la modernité. Il a beaucoup mieux compris, à mon avis, qu'Obama, et on le prend toujours pour une espèce de plouc vulgaire et crétin. C'est exactement ça. Alors, si vous voulez, on va marquer une pause, mais et dans la deuxième partie de l'émission, on va compléter un peu justement sur sa puissance financière, parce que la guerre est aussi financière. On l'a beaucoup critiqué sur ce sujet-là. On a dit que s'il applique des embargos ça sera contre-productif, etc. D'ailleurs, pas qu'avec l'Iran. On va parler aussi peut-être de la Turquie. Et puis surtout, on va développer un peu ce qui se passe aux États-Unis, la politique, le changement de mentalité et les futures élections. Dans 6 mois, c'est les élections. Donc, on va marquer cette pause et on continue dans quelques minutes. Voilà, donc nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. On continue sur le même sujet du Moyen-Orient, avec les relations de Donald Trump avec l'Iran, et peut-être aussi on va parler de la Turquie, comme je l'ai dit, parce que d'abord, restons sur l'Iran. En dehors de cette attaque, lorsqu'il a été élu, il avait promis, c'était dans ses promesses de campagne, il avait beaucoup critiqué les accords de Vienne. Rappelons juste qu'il s'agit d'un accord signé par les Européens et Barack Obama avec l'Iran qui, en gros, pour résumer, on lève l'embargo sur l'Iran en contrepartie. Donc les Iraniens promettent d'arrêter le développement de l'arme nucléaire et puis il n'y a plus d'embargo et puis le développement économique. On a pensé que cette levée d'embargo va enrichir l'Iran, qui va se moderniser, son économie, et ça sera un élément modérateur. Pensant toujours avec cette idée que l'argent fait la démocratie, etc. Il s'est avéré que cette levée d'embargo... Donald Trump avait critiqué très violemment, considérant qu'on est en train de renforcer l'Iran, qui utilise ses bénéfices économiques non pas pour se moderniser et se modérer, mais plutôt pour élargir son champ d'action régional et faire la guerre, etc. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc on peut critiquer Donald Trump, mais dans les faits, c'est ça. Et donc il est élu, il rompt avec cet accord. Et comme c'est une grande puissance, vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, tout le monde a été obligé de suivre parce que le dollar est roi, etc. On va pas rentrer dans les détails. Ouais. Et donc on avait critiqué Donald Trump sur ça, on a dit mais il est fou, en fait ça va renforcer le régime, ça va le radicaliser, parce qu'on est toujours du principe qu'il y a des islamistes modérés, des islamistes extrémistes, ce qui est un peu... Ouais. Mais voilà. Ça va plus loin, Richard, et alors, ça va plus loin. Je dirais que ça, pour moi, ça procède de cette faiblesse profonde, je dirais, de l'Occident en général et d'un certain nombre de leaders en particulier, qui consiste à dire, dès que vous bougez et que vous montrez que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fou. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas dans une position de passivité et de sidération, comme s'il y avait un cobra devant nous, mais non, mais vous n'allez pas vous battre, enfin c'est pas possible. Et regardez, en France c'est comme ça, même sur le plan du quotidien, on peut le voir. Mais laissez faire, c'est pas grave, pas de vague, on passera à autre chose, vous voyez, on voit ça pour les élections, on voit ça pour tout. Lui, il dit, à tort ou à raison, il dit, j'ai regardé cet accord, vous l'avez dit, c'est un accord absolument catastrophique, et pour l'Amérique et pour le reste, donc je n'adhère pas. Comme, encore une fois, on peut juger, il a dit, dans sa campagne, l'accord climatique, la COP, tout ça, ça ne vaut rien, je suis climato-sceptique, je m'en vais. Alors il dit, comment vous en allez ? Il dit, attendez, moi j'ai été élu, voilà ce que j'ai dit, et alors c'est tellement extraordinaire. Non mais, arrêtons-nous un peu là-dessus, Richard.
Remplir ses promesses de campagne est devenu une faute de goût. Oui. Je dirais même une faute de tact. Comment? Vous allez faire ce que vous avez promis, c'est pas possible. Et on se vous dit que rappelle... les gens qui ont voté pour vous sont des ignares. Voilà. Et donc, et que vous allez pour les leur bien, on va faire le vous contraire voulez. de ce qu'ils veulent. Rappelez-vous, Hillary Clinton est basket of déplorables. Vous êtes un paquet de gueux, comprenez rien. D'ailleurs, tous les électeurs de Trump, ce sont des gueux, on le dit encore, on l'entend, comme on dit d'un certain nombre de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont des imbéciles, haineux, etc. Donc, on revient à ça. Il bâtit ce truc, il fait, vous parliez de l'Iran, et il dit, attendez, nous, on va essayer de dire, on ne peut pas. Et donc, il a fait en sorte de l'indépendance pétrolière, il a fait en sorte, effectivement, que l'Iran soit ce qu'elle est, et surtout, il a fait la démonstration. L'histoire de Soleimani, c'est pas le fait de Soleimani, c'est de montrer, il a dit, voilà, regardez, vous pensez que l'Iran allait mettre le Moyen-Orient à feu et à sang, dites-moi ce qui s'est passé depuis. Je dis pas qu'il y aura rien. Donc, il y a en fait, Trump signe quelque chose qui renoue avec ce que j'appelle la diplomatie d'un De Gaulle ou d'un Churchill, etc., ce que j'appelle du volontarisme. Après, on peut être pour, on peut être contre, mais de dire on ne va pas assister passivement au développement des choses, on va essayer de les contrer. Alors, au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus difficile on n'a pas parlé du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Ça va être beaucoup plus compliqué. Oui. Vous savez, il a fait le deal of the century. Oui. Mais ça, bon, il a un siècle encore pour le faire. Oui. On a le temps. Mais pour le reste, c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse chez Trump, c'est cette expression d'une volonté où il dit, attendez, moi, je suis pas d'accord, on va pas laisser faire. Et c'est ça. Ce qui est frappant, c'est que à chaque fois qu'il fait quelque chose, on l'a dit, on le critique, on dit qu'il est fou, etc. Mais quand ça marche, c'est silence radio. C'est-à-dire que je reviens sur l'Iran, lorsqu'il a lorsqu'il a imposé un embargo très sévère. J'ai rappelé il y a quelques minutes que même la Chine n'achète plus de pétrole iranien. En fait, les Iraniens, le régime, je n'aime pas dire les Iraniens parce que le régime, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un grand peuple. Exactement. Le régime islamiste iranien s'est appauvri, n'a plus les moyens de payer ses milices partout au Moyen-Orient, etc. Donc, et puis a appauvri son peuple. On avait dit, les Iraniens sont des nationalistes, ils vont se retourner contre les Américains. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça va souder les Iraniens. Alors, c'est le contraire qui s'est passé. C'est que les Iraniens se sont soulevés contre leur régime parce que ce ne sont pas des imbéciles, les Iraniens. C'est un peuple intelligent et cultivé. Et donc, ils savent parfaitement qui est le responsable de leur situation. Ils savent très bien que ce sont les ayatollahs qui les gouvernent. Et en fait, finalement, il a raison. Parce que ce n'est pas du tout... Les Iraniens ne se sont pas solidarisés avec leur gouvernement contre les Américains. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. C'est une constante dans l'histoire. Moi, je me rappelle toujours, et je dis ça à vos téléspectateurs de TV Liberté s'ils n'ont pas vu, c'est ce film qui s'appelle Les Jours Sombres avec Churchill. Je raconte ça parce que c'est tellement typique. Vous voyez, c'est mai 40. Mai 40, évidemment, la France est tombée, toute l'Europe est tombée. Les États-Unis ne sont pas en Trafalgar, c'est avant Pearl Harbor. Et donc, on va dire à Churchill, donc Churchill est élu, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce soulard qui fume le cigare, qui est un espèce de sous-l'eau? Bon, et Halifax et Chamberlain vont le voir, en disant, écoute, Winston, il faut discuter avec Hitler et Mussolini, la France est tombée, il n'y a plus personne. Bon, mais il dit, et il appelle Roosevelt. Et dit Roosevelt, il faut que vous nous envoyiez des avions et des bateaux, parce qu'effectivement, l'Allemagne... Et Roosevelt lui dit, non, je peux pas, je suis neutre. Je peux rien faire, je ne peux pas. Et on lui a dit, mais tu vois, l'Angleterre va être rasée, il faut que tu discutes. Et Churchill réfléchit, voit les gens. Il dit non, on va se battre. Il est allé voir Staline, il est allé voir tout le monde. Il faut se battre. C'est toujours pareil. À un moment donné, est-ce qu'il y a volonté de quelqu'un ou d'un groupe pour dire non, on n'est pas d'accord. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça jusqu'à présent qu'il ne faut rien faire et accepter. C'est vraiment ça, Trump, si vous voulez, le côté de dire non, on n'est pas d'accord, on n'accepte pas, et je vais faire en sorte que ça marche. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça ne marchera plus du tout, mais pour le moment, on l'a vu avec ce qui se passe dans la campagne électorale américaine, ça marche plutôt. Oui, ça marche. Et puis cette puissance financière des États-Unis est très importante parce que jusqu'à maintenant on l'a négligé, on pensait que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et finalement on se rend compte que
les embargos, les restrictions financières, parce que rappelons aussi que non seulement l'Iran est sous embargo, mais est sous embargo financier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des transferts d'argent vers l'Iran. Et il faut se rappeler que Barack Obama a donné des dizaines de milliards de dollars à l'Iran pour qu'elle exerce. Oui. Ils en ont profité pour faire la guerre un peu partout. Voilà. Et donc on l'a vu avec la Turquie aussi, parce que lorsque Erdogan commençait à embêter les Américains, ils l'ont attaqué financièrement, si je ne me trompe pas, vous allez me corriger si je me trompe. Non. Et la monnaie turque s'est dévaluée de 40%. Enfin, on l'a peut-être oublié, c'est passé un peu. On n'en parle pas, mais c'est vrai que les Turcs c'est pour ça qu'aujourd'hui ils voulaient faire leur offensive en Syrie, et ils y vont très prudemment. Parce qu'ils se rendent compte que leur marge de manœuvre n'est plus du tout celle qu'elle était. Oui. À partir du moment où on leur dit attention, ok, vous allez comme ça, vous n'allez pas plus loin. Pourquoi la Syrie, on aime ou on n'aime pas, a repris Alep, etc. C'est parce que les Turcs, ils ne voulaient absolument pas de ça. Mais on leur dit attendez, vous pouvez aller jusque-là, mais pas plus. Donc, si vous voulez, quand on dit que l'administration Trump se désengage complètement de tout ça, c'est faux. Oui, et c'est là où justement vous parliez de la Syrie. Vladimir Poutine a de gros problèmes avec les Turcs qui ne respectent pas leurs engagements, etc., leurs désaccords qu'ils ont faits avec lui, sur le plan syrien. Mais en fait, sa marge de manœuvre est réduite. À part le militaire, il ne peut pas grand-chose. Alors que les Américains, on a l'impression qu'ils n'ont même plus besoin de faire la guerre, ce genre de pays. Il suffit de les ruiner, finalement. Oui, surtout que Vladimir Poutine n'a pas l'économie. Exact, c'est ce que j'allais vous dire. Finalement, on oublie souvent. Rappelez-moi, la Russie, le produit intérieur brut de la Russie est inférieur à celui de l'Espagne, il me semble. Oui. Donc, en tout cas, comme c'est une grande puissance militaire, on oublie très souvent que c'est un minus économique. Ils n'ont pas les moyens. C'est un nain. En tout cas, en fonction de ça. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant, qu'il n'a pas une armée. Non, il y a une puissance militaire, c'est la deuxième puissance militaire au monde. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, tout ça joue. Et puis, je crois, moi, profondément, qu'en fait, si vous regardez bien, même s'il y a évidemment des conflits d'intérêts, c'est le moins qu'on puisse dire, Poutine et Trump ne sont pas si éloignés du point de vue du patriotisme, souverainisme, de la volonté du volontarisme, tout ça. Ils se comprennent. Je crois qu'ils se comprennent très bien, et d'après ce que j'ai compris, ils se téléphonent quand même assez souvent, même si, évidemment, il y a conflit d'intérêts. Bien sûr. Alors, maintenant, avant de terminer, donc l'émission passe vite, et il faut aborder la révolution de Donald Trump aux États-Unis. Je veux dire par là la révolution des mentalités. C'est-à-dire que vous l'avez évoqué il y a quelques minutes. Il parle en direct. Il a mis de côté les intermédiaires, qu'ils soient journalistiques ou autres. Il a pratiqué ce qu'on appelle la désintermédiation. Mais on a l'impression aussi qu'il y a une révolution des mentalités qui est en route parce que il y a toute ce qu'on appelle un peu l'administration américaine, c'est-à-dire un peu un journaliste a comparé, c'est Debré, je pense, qui vient d'écrire un livre. Debré, oui. Debré, je tweete donc je suis. Voilà. Et donc il a comparé Washington. Il dit aux États-Unis, Washington c'est pas Paris, c'est Bruxelles. Donc je pense c'est une bonne comparaison. Et l'administration américaine, idéologue, fondée sur en fait, c'est un peu la haute administration américaine on a l'impression qu'il bouscule tout ça. Alors, c'est plus que ça. En fait, il ne faut pas oublier, on n'a pas vu, quand s'est attaqué à la CIA ou FBI ou à la bureaucratie américaine. Ce qu'il a constaté, c'est ce qu'on savait, c'est que ces gens-là, c'était un État dans l'État. C'est-à-dire que, rappelez-vous, enfin c'est pas loin, le FBI d'Edgar Hoover, on a vu des tas de films là-dessus, Edgar Hoover dirigeait, c'est pas le président des États-Unis qui dirigeait le FBI, c'était Edgar J. Hoover. Et c'est pour ça qu'il a parlé du Deep State. Il a constaté que Washington, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il faut jamais oublier que l'expérience de Donald Trump de Washington, il faut se rappeler. Et il m'a dit, vous savez, les politiciens, moi de New York, je les connais bien, je les payais. Ça veut dire qu'ils allaient me demander des dons. Quand même, je les payais, c'est pas pour qu'ils fassent ces trucs. Mais c'est vrai. Oui. Et lui il faisait partie de ces milliardaires que les politiciens, y compris Clinton, y compris les autres, ils finançaient les candidats démocrates. Ils finançaient les démocrates, les républicains. Donc il les connaît. Et moi, il m'a dit, ce sont des chenapans, ce sont des voleurs, ce sont des pourris. Bon, il est peut-être un peu fort, ils sont pas tous pourris, pas exagérés. Mais il s'est aperçu là, déjà avant d'être à la politique, il a vu les féodalités. Il a vu les royaumes dans les royaumes, comme chez nous, un certain nombre de royaumes dans les royaumes. Les ministres passent, Bercy reste. C'est ça. Et c'est eux qui dirigent. Voilà. Il dit, toi, tu peux parler pendant que tu veux. Toi, dans 6 mois, t'es plus là. Mais moi, haut fonctionnaire de l'administration, c'est moi qui est là. Lui, il a dit, je vais casser ça.
Et d'où la haine absolue d'un certain nombre de gens, et évidemment sciée aussi par les médias qui ont dit cette baisse de malade mental, etc. Mais je crois que c'est là l'intérêt. Et l'intérêt, vous savez ce qu'il y a eu aussi, moi je vois avec les affaires politiques. Je vais faire un petit passage de l'actualité. Vous avez vu l'affaire Griveaux, tous vos téléspectateurs l'ont vu. Bien. Imaginez un moment, Trump à la place de Griveaux. La Trump, vous savez qu'on l'avait dit. Bon. Trump, on voit une vidéo de Trump faisant ce que fait Griveaux. Qu'est-ce qu'il aurait fait Trump? Trump, c'est ce qu'il serait allé, il a dit, attendez, ok, je me suis conduit comme un gosse, et alors? Que celui qui n'a jamais fait ce que Griveaux a fait, ou ce paluché, pardon, me jette la première vidéo. Il se serait assumé. Il aurait dit, ok, je regrette, je demande pardon à ma femme et à mes enfants, mais moi j'assume. Et moi je dis, je ne vais pas abandonner parce que je n'ai ni violé, ni tué, ni détourné de l'argent. C'est-à-dire qu'il assume. Quand il y a eu toutes ces histoires, vous savez... il y en a eu, lui, des histoires de ce genre. Il y a eu des histoires sexistes, on lui racontait comment, oui, les prostituées, etc., etc. Mais il assume. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ouh là là, je regrette, c'est terrible. On ne peut plus les réseaux sociaux. Et ça pleure et ça chouine. Non. Assumez ce que vous êtes. Ou alors, n'allez pas. Vous savez très bien qu'un homme public, aujourd'hui, il n'y a plus de vie privée. C'est comme ça. On a l'impression, d'ailleurs, lui, plus il assume, et plus on lui sort de ce genre d'affaires, plus il est populaire. Plus il fait le viril, le macho, on a l'impression plus il est populaire aux États-Unis. Mais vous savez pourquoi? C'est quoi? Il y a un manque dans la population blanche américaine de virilité, un manque de... Non mais Richard, vous touchez quelque chose de très fondamental, je crois que c'est sur l'Occident. Depuis pratiquement 40 ans, elle a pensé déconstruction. On parle de quoi? Les minorités, les ceci, le genre, le truc, etc. C'est-à-dire que dès qu'un homme regarde une femme ou même un homme, on le considère comme une espèce de salaud. Vous savez, le viol par le regard. Ça va jusque là. Déconstruction du langage, déconstruction de l'histoire. L'Amérique, ça n'existe pas. La France, ça n'existe pas, etc. Lui arrive et dit, attendez, l'Amérique, ça existe, et puis vous allez pas m'emmerder quand Poutine dit papa, maman, etc. On aime, on n'aime pas. Bon, il y a quand même des gens qui sont dans ces valeurs-là. Alors on peut les traiter tous les noms, mais on a laissé s'installer une espèce de nébuleuse, si vous voulez, et sur laquelle on surfe qui? Les marketing des minorités, quelles qu'elles soient. Donc, Trump est en train de rétablir cette balance-là, et Poutine la même chose, et puis d'autres la même chose, et ça va jouer. C'est-à-dire qu'il y a un problème de déconstruction. Vous savez, c'est même la philosophie. Et lui, il est contre cette déconstruction, et on le voit encore une fois dans cette attaque extrêmement forte sur l'État profond. S'il y arrive, s'il est réélu, je crois que ça va vraiment changer le paysage. Alors, l'ancien patron du FBI qu'il a limogé, James Comey, écrit un livre dans lequel il explique, je résume en un mot, enfin le livre fait des centaines de pages, en gros il explique que lui est en train de surveiller Trump, qui est élu, lui pas, et que lui son rôle c'est de surveiller en gros qui est le méchant, qui est le bon, etc. Et quand on lit ça, on se dit mais en fait... On peut faire ça en se camouflant, mais non, et là on se camoufle pas. C'est-à-dire, on est en train, c'est un langage antidémocratique ouvert, qui est élu, assumé totalement. Et donc en fait, il y a des gens qui se croient un peu les policiers de la démocratie. On vote, et puis il y a quelqu'un qui va venir nous dire si on vote bien ou mal, etc. C'est ce que vous dites. Alors, est-ce que dans l'Amérique d'aujourd'hui, ce genre de discours est encore audible? J'entends le discours de James Comey qui... Est-ce que les gens s'en rendent compte? Est-ce que c'est ça qui fait le succès de Donald Trump? Finalement, est-ce qu'il ne lui rend pas service en écrivant ça? Écoutez, de toute façon, aujourd'hui, il y a, comme on sait, plusieurs Amériques. Il y a l'Amérique qui continue, enfin une Amérique pas seulement démocrate, qui déteste Trump, qui pense que c'est un usurpateur et qui pense qu'il faut le virer le plus tôt possible et de toutes les manières. On l'a bien vu avec la destitution. Et puis il y a les autres qui disent, eh bien écoutez, il nous a rendu quelque chose. Et moi je suis très frappé, par exemple, c'est un mouvement qui n'existait pas il y a 3-4 ans chez les Afro-Américains, chez les Blacks américains. Vous savez qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui disent on en a marre que les démocrates nous ne traitent que comme victimes. Les démocrates nous aiment, d'ailleurs c'est vrai pour les minorités sexuelles. Ah, ils adorent, ah oui, vous êtes un opprimé. Et surtout, restez opprimés. Ah oui, gardez votre statut d'opprimé et d'humilié, comme ça on peut s'occuper de vous et vous câliner dans le sens du poil. Mais c'est les infantiliser finalement. Et vous savez comment s'appelle le mouvement noir qui a dit écoutez, vous nous emmerdez,
On ne veut plus de ça. Et ils appellent ça « leave the plantation », quitter la plantation. Il dit, on n'est plus les esclaves, ok, on l'a été, aujourd'hui, on est des hommes libres, on est des gens comme les autres, et on ne veut pas que vous nous cajoliez en disant « Ah, les pauvres, vous êtes vraiment des victimes ». Mais c'est comme en France, où les gens vont dans les banlieues, nos braves idéologues et nos braves, comment je dirais, vraiment rhétoriciens, vont dire oui, vous êtes des victimes, la France est raciste, etc., etc. Ça suffit, ça va, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, c'est un combat qui est là entre ceux qui veulent que chacun reste à sa place, en fait, sous prétexte de progressisme, mais ils sont progressistes comme je suis pape, en fait, et ils veulent qu'ils restent à leur place, et les autres, ils disent, vous êtes des hommes libres et des femmes libres. Et on vous conseille que vous soyez noir, blanc, bleu, jaune, rouge, quelles que soient vos affinités sexuelles, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes libres et arrêtez de chouiner et de vous prendre pour des victimes. Voilà. Je crois que c'est ça le principal enseignement. Alors, nous sommes, donc, je rappelle aux téléspectateurs que il n'y a pas de primaire pour les Républicains, puisque le président en place se représente. Voilà, absolument. Donc, ce sera Donald Trump, le candidat. En revanche, pour les démocrates, donc, il y a les primaires qui se déroulent en ce moment. Il y a une multitude de candidats, mais prenons les plus en vue. En gros, vous me corrigez si je me trompe, il y en a deux qui sont très à gauche. Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Bernie Sanders, donc, qui s'était présenté il y a 4 ans face à Hillary Clinton. Enfin, c'était un peu le challenger d'Hillary Clinton. Il a perdu, mais il avait fait des scores honorables. Alors, je dis très à gauche parce qu'il se réclame socialiste, et aux États-Unis, on n'est pas en Europe, socialiste, c'est presque une insulte. Ah, c'est la gauche de Karl Marx. En fait, oui, voilà, socialiste, quand on dit socialiste aux États-Unis, ça veut dire soviétique pratiquement, hein, c'est ça. Donc, il se réclame, en fait, ce qu'il propose me semble, je ne sais pas si je me trompe, mais me semble pour les Américains quelque chose d'extra vagant, enfin extra, voilà. Et puis les candidats dits modérés, c'est-à-dire Joe Biden, qui était le vice-président de Barack Obama, et qui était à l'origine de l'affaire de la destitution, de la tentative de destitution de l'Ukraine, on va en parler, et deux autres, Pete Buttigieg, difficile à comprendre. Voilà, et un outsider qui serait qui est le milliardaire Michael Bloomberg. Alors, dans les centrales, mais je ne placerai pas Bloomberg, parce que Bloomberg, c'est très intéressant, parce que c'est le multimilliardaire, hein, comme vous dites. Il vaut 10 fois la fortune de Trump. Oui. Je dirais, il y a aussi Ami Klobuchar, qui n'est pas complètement out, mais c'est très intéressant, parce que vous décrivez tout à fait les démocrates. C'est-à-dire que les démocrates, alors qu'ils étaient unis il y a 4 ans derrière Hillary Clinton, aujourd'hui, sont déchirés. Aujourd'hui, c'est vraiment écartelé. C'est-à-dire, vous avez quand même le milliardaire. Mais un milliardaire, moi je ne sais pas, je l'ai vu à la discussion, au débat de Las Vegas, je sais pas, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que il ne répondait pas, ou très mal, à un certain nombre de questions. Quand Elizabeth Warren lui a parlé du harcèlement des femmes dans son entreprise, il a très mal répondu. Alors, je ne sais pas qu'il est hors jeu, bien sûr, il va dépenser encore des centaines de milliards. Il devrait quand même s'engager un coach qui lui apprenne un peu. Alors, il y a les camps. Bon, en gros, dans la gauche de la gauche, c'est plutôt Sanders qui tient la tête. On sait qu'il y a une grande partie de l'électorat démocrate qui est très à gauche maintenant. Tout à fait. Il y aura du mal à voter pour un milliardaire qui, d'autant plus, a eu des scandales de discrimination, de raciale ou des choses comme ça. Oui, puis sur vous savez, le stop and frisk, sur les arrestations un peu arbitraires. C'est ça, oui, pardon. Quand il était maire de New York, il a autorisé, il a demandé à la police de faire des contrôles au faciès, officiellement. Voilà. Il l'a regretté, enfin quand même. Ouais, il l'a fait. Après, on a un candidat qui est censé être modéré, mais qui est marié avec un homme, Pete Buttigieg. Alors, est-ce que, sérieusement, l'électorat américain est prêt aujourd'hui à ça? Écoutez, je ne sais pas prêt aujourd'hui ou pas. Moi, vous savez, je ne crois pas que ça va être fondamentalement... Un de ces jours, pourquoi pas, je veux dire. Oui, mais aujourd'hui, je parle pas de nous, je parle de l'électorat, l'Amérique profonde. L'Amérique, c'est pas que New York et Los Angeles. C'est sûr qu'il y a une grosse partie de l'Amérique profonde qui ne le fera pas. Peut-on gagner une élection aujourd'hui? Peut-être dans 10 ans, je n'en sais rien, mais aujourd'hui. C'est pas. Effectivement, il est apprécié, mais ça va être très difficile pour lui. Et il faut quand même mentionner Joe Biden. Oui, alors justement, Joe Biden... ça va être très très difficile pour lui.
ça l'est de plus en plus, parce qu'on avait dit qu'il est très mauvais dans les débats, etc. Rappelons que donc son affaire était à l'origine de la tentative de destitution, mais quelle est-elle cette affaire? C'est que son fils est mouillé dans des affaires de corruption. C'est lui et la famille corrompue dans l'histoire de l'Ukraine. Enfin, il faut rappeler quand même pour les téléspectateurs. Expliquez-nous un peu, parce qu'on on a parlé beaucoup plus de Donald Trump dans les médias, absolument, de sa destitution, que de la vraie affaire. On a dit Donald Trump a eu le front de demander au président ukrainien qu'il fasse enquêter sur les Biden. Mais ce qu'on oublie de dire, qui était 100 fois pire, c'est que quand M. Biden était vice-président des États-Unis, donc effectivement avec Obama comme président, il y a eu l'histoire qu'une firme ukrainienne a engagé son fils, une firme ukrainienne de pétrole, a engagé son fils qui connaissait le pétrole comme moi, l'action du tourminier Tamanoir en Tanzanie, à $50,000 par mois, parce que c'était le fils de Joe Biden. Bien. Et quand un procureur ukrainien, il faut rappeler ça, a commencé à enquêter en disant mais pourquoi ce Hunter Biden, le fils de Joe Biden, est là et touche ça alors qu'il fait rien, eh bien, il a conditionné Joe Biden, il a conditionné le prêt d'1 milliard de dollars à l'Ukraine à faire virer ce procureur. Donc, s'il n'y a pas un cas plus flagrant de conflit d'intérêts, d'intervention et de chantage, c'est bien Biden. Or, ça, vous savez qui a collectionné ça, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui est maintenant l'un des avocats de Trump, et ça va sortir, là, dans les semaines à venir. Et je crois que, franchement, je ne vois pas comment Joe Biden pourrait... en tout cas, il est loin d'être en tête. On a l'impression que, à part une surprise Bloomberg, c'est Sanders qui est un peu le vent en poupe. Vraisemblablement. Et là, ça va une élection Sanders-Trump, ce serait l'idéal pour Trump, on dit. À mon avis, il a dû le payer, quoi. Il doit être dans un état d'euphorie totale, Trump. Si c'est Trump-Sanders, c'est évident. Mais bon, ce qui est étonnant quand même, c'est le renversement. Rappelez-vous, il y a 4 ans, qu'est-ce que c'est 4 ans, c'est rien. Trump était le fou, le déséquilibré, qui, on ne sait pas comment, a été nominé, et ça allait être la catastrophe absolue. Et il y avait Hillary Clinton, une femme, bien, etc. Aujourd'hui, regardez le renversement de situation qui est quand même intéressant. Il y a aussi, on dit toujours que les Américains ne votent pas de la même manière que les Européens, en tout cas que les Français. Ils votent aussi beaucoup avec leur portefeuille. C'est-à-dire qu'ils voient ce que ça leur apporte, etc. Au-delà de la morale et du comportement, etc. Qui va améliorer leur quotidien, c'est clair. Ils sont moins idéologues. Aujourd'hui, les chiffres, franchement, ne plaident pas en défaveur de Trump. C'est le moins que l'on puisse dire. Après, moi, je crois que vraiment l'histoire des démocrates va laisser des traces, parce qu'on a bien vu le débat de Las Vegas il y a 2 jours était très violent. Très, très violent. Ils n'ont pas parlé de Trump 1 minute, ils se sont déchirés. Ce qui est normal. Et on va voir ce qui va se passer. Vous savez, tout va se jouer dans le Super Tuesday. C'est-à-dire le début mars. Le 4 mars. Voilà, où il y a 13 États qui vont voter en même temps. C'est là où va, à mon avis, la personne qui va être nommée ou nominée va jaillir du Super Tuesday. Donc, à suivre. À suivre, on verra bien. Avant de terminer cette émission, juste une question. On dit souvent que l'Europe et la France ont un décalage par rapport aux États-Unis. Il leur arrive ce qui arrive aux États-Unis avec quelques années de retard. Pensez-vous que cette révolution américaine des mentalités et cette révolution politique sera contagieuse en Europe et en France en particulier? Alors je dirais avec une grande différence, Richard, c'est que les États-Unis, ça s'appelle les États-Unis, et l'Europe, c'est les États désunis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'on voit très 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 bien que l'Europe fonctionne, et je parle même pas de l'Angleterre qui a quitté, le Brexit, on a vu ce qui s'est passé, et l'Europe aujourd'hui fonctionne à des rythmes extrêmement différents. Faudrait-il encore que l'Europe s'unisse? Et effectivement, je crois en tout cas que ce que vous dites, enfin les mouvements en tout cas, patriotes, souverainistes, appelons populistes, tout ça, sont en train de gagner du terrain. On voit bien l'Europe de l'Est. L'Italie de Salvini, c'est pas du tout résolu. En France, on verra bien. Il y a en tout cas quelque chose qui est là, et on voit très bien ce qui se passe dans l'Allemagne de Angela Merkel. Donc, effectivement, ces idées traversent les choses. D'ailleurs, les idées de la déconstruction sont venues d'Amérique et viennent en France. Est-ce que les idées de l'universel vont revenir d'Europe vers l'Amérique? Qui vivra et qui votera verra. On verra. Merci André Berkoff d'avoir accepté notre invitation. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à bientôt.